Bien, bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée organisée dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. Alors, dans quelques secondes, vous allez pouvoir entendre Hugo Oriot qui est avec nous. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Vous êtes comédien et écrivain, auteur de L'Empereur, c'est moi. On va avoir la chance d'avoir avec vous des lectures d'extraits de votre dernier ouvrage qui s'appelle donc L'Empereur, c'est moi, aux éditions de l'Iconoclaste. Après vous, il y aura également une présentation du spectacle avec le metteur en scène Vincent Poirier. Tout ça va durer à peu près une petite demi-heure pour ce soir. Et ensuite, nous aurons des échanges avec vous, ainsi qu'avec l'auteur et avec plusieurs associations qui sont présentes, qui seront ici ce soir avec nous, que je vous présenterai dans un deuxième temps. Voilà, on est ensemble à peu près jusqu'à 19h30, 20h. Il y aura également des dédicaces et des ventes qui seront de l'ouvrage qui seront proposées à la sortie de cette rencontre. Voilà un petit peu pour le programme. Hugo, merci, c'est à vous. Alors le mieux, c'est peut-être de commencer à me présenter. Pour ça, finalement, le plus simple est de lire la première page de mon livre. Je m'appelle Julien Hugo Sylvestre Oriot. Mais on m'appelle Julien. J'ai 4 ans. Je suis sage, très sage. Trop sage. Quand quelque chose ne me plaît pas, je me mets en colère. Trop en colère. Je crie. Je crie mais sans parole. Je ne parle pas. Souvent, je fais des gestes répétitifs. Ce que j'aime particulièrement, c'est les roues. Sans doute parce que la Terre tourne sur elle-même, que la Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Mais le Soleil, autour de quoi il tourne? Ça, il ne me l'a pas dit. Peut-être parce que je ne lui ai pas demandé. De toute façon, je ne demande jamais rien à personne. Je connais l'ordre des lettres. Je sais même comment on fabrique des mots avec. Ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Ensemble, nous avons dessiné l'alphabet et les chiffres sur le mur de ma chambre. Je sais compter aussi, très loin et très vite. Je peux compter dans ma tête toute la journée si je veux, sans m'arrêter. Mais je ne parle pas. Pas même à ma mère. Le seul avec qui je prends la peine de parler, c'est mon pire ennemi, Julien. Uniquement en tête-à-tête, quand je suis seul avec lui. Je le hais. Je vais le tuer. Je sais très bien que je vais mourir. Tout ça continuera sans moi et je ne renaîtrai pas. Pas comme ça. Bref, j'ai 4 ans et j'en suis là. Alors ça commençait un petit peu mal. Et donc ensuite, ma mère s'étant un petit peu inquiétée, m'a amené dans des endroits que je n'aimais pas et que peu de personnes aiment à mon avis. Je vais donc passer au chapitre « Vert, carrelage, brillant ». La porte s'ouvre toute seule. Je me suis toujours demandé comment ça marchait. On me dira plus tard que ça s'appelle un œil magique. L'œil te voit et il ouvre la porte, comme par magie. Il y a un grand essuie-pied noir qui couvre tout le sol de la petite salle que nous traversons. C'est un sas d'entrée. Ensuite, un autre œil magique nous voit et ouvre une seconde porte, identique à la première. Nous arrivons dans une très grande pièce, le hall. Sur notre droite, il y a des femmes derrière des vitres qui pianotent sur des ordinateurs. Mais nous, c'est à gauche que nous allons. Le carrelage est vert et brillant, avec quelques petites nervures blanches. Mais ce n'est pas du marbre, j'en suis certain. C'est propre. Trop propre. Maman est avec moi. Elle me tient par la main, ou alors elle me porte. Des fois, je suis dans une poussette. C'est ce que je préfère. Ascenseur, couloir, sol blanc. C'est le même carrelage, mais blanc, avec des petites nervures grises. Même sol, autre couleur. Même endroit, autre zone. Dans ce couloir, il y a plein de portes. Tout identique. Nous nous arrêtons devant l'une d'entre elles, toujours la même. Des fois, elle est ouverte. Nous arrivons dans un bureau sombre, store baissé, lumière filtrée, un lieu où l'on s'ennuie. Le sol a encore changé. Cette fois, c'est une moquette bleue. Nous sommes arrivés à destination. Alors je dois vérifier le sol qui va nous porter le temps que nous serons là. Certains craignent que le ciel ne leur tombe sur la tête. Moi, j'ai peur que ce soit le sol qui s'écroule sous nos pieds et nous aspire. C'est normal, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je me jette par terre afin de sentir le sol avec tout mon corps et d'y appliquer tout mon poids.
C'est une bonne technique. J'ai vu un documentaire, une fois, sur un couple d'explorateurs qui marchaient sur les volcans. Là-bas, le sol est très dangereux. Le mari passait toujours en premier. Étant donné qu'il était 2 fois plus lourd que sa femme, elle savait que là où il marchait, elle pouvait le suivre sans risque. Mais attention, surtout exactement dans ses pas afin d'éviter une mort probable. L'inverse n'était pas possible. Une fois, maman m'a dit d'être vigilant avec les ascenseurs et de toujours vérifier avec un pied, comme lorsqu'on évalue la température de l'eau avant de se baigner. Maman est vraiment inconsciente de vouloir rentrer dans une pièce avant que je n'ai vérifié la fiabilité du sol. Je vérifie la moquette bleue en me jetant à plat ventre dessus. Rien ne s'écroule. Tout va bien. Il y a une dame dans le bureau. Elle porte une blouse blanche et une jupe beige. Elle a des cheveux gris-blanc, courts, comme sa jupe. D'autres fois, elle porte des pantalons. Elle est très propre. Maman, elle, a les cheveux longs et porte toujours des robes longues. Cette dame a l'air d'être l'opposé de maman. Quand elle parle, je ne l'entends pas. Je pense qu'elle croit que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant, même si je leur ressemble. C'est vrai, je suis aussi moche et petit qu'eux, mais je ne suis pas comme eux. Dans le bureau, il y a des jouets. Ils sont nuls. Ce sont des jouets pour les enfants nuls. Maman parle avec la dame. Je sais qu'elle parle de moi. Je ne sais pas vraiment ce que nous faisons ici. Ce lieu me semble être une cabine isolée, immobile, fermée et feutrée, où rien ne bouge, où rien ne peut se passer. Ici, je suis coupé du monde et de l'infini. Je m'ennuie. Dans le hall d'entrée, là où il y a le carrelage vert, j'ai vu une boutique avec d'autres jouets en vitrine. Ils sont mieux, ils sont même très intéressants. Il y a notamment un lot comprenant une voiture type berline, un 4x4 et un hélicoptère, le tout bleu foncé. Je les veux. Je sais que nous repasserons devant la vitrine en sortant. Je les montrerai à maman pour qu'elle me les achète. Finalement, après m'avoir sorti de ces endroits, heureusement je n'y suis pas resté très longtemps, il s'est passé un moment important, un moment où j'ai pris une décision. Je ne veux pas venir dans le monde, je ne veux pas être là, et pourtant, quelqu'un se donne tant de mal autour de moi, à savoir ma mère, la seule personne en qui j'avais confiance à l'époque. Je me dis, si elle se donne autant de mal, c'est que ça doit en valoir la peine. Essayons. Alors ça s'appelle « Comment je suis mort à 6 ans ». À 6 ans, assis sur la 2e marche du grand escalier, sous les yeux de ma mère, j'ai tué Julien. Je lui ai tranché la gorge. Je vois encore sa tête rouler sur la première marche, la seule qui soit en pierre tombale. « Maman, dis-je d'un air solennel et grave, Julien est mort. Il est enterré dans la terre noire. Il n'était pas très intéressant. Je veux un autre nom. » Maman me propose Hugo. J'accepte. Le roi est mort. Vive le roi. Maman a de la peine pour Julien. Moi non. Maman propose de me rebaptiser Julien Hugo. Intérieurement, j'enrage. Encore un compromis. Je retiens ma colère, suprême et fort. Je sais que même mort, Julien fait encore et toujours partie de moi. Il me suivra jusqu'au bout, jamais rassasié. Je dois juste l'enfouir très loin, très profond, pour qu'il ne revienne jamais. Souvenir lointain, disparu, enterré, mais néanmoins présent pour toujours. Sa tête est enchaînée à mon pied comme un boulet. De toute façon, le compromis Julien Hugo tombera vite aux oubliettes. Très vite, c'est Hugo que je lirai sur les lèvres de ceux qui me nommeront. C'est Hugo qu'on m'appellera. Julien ne sera évoqué devant moi que par des ignorants ou des imbéciles. Et eux, soit je les méprise, soit je les écrase. À partir de là, les choses ont commencé à aller un petit peu mieux. Et donc, régulièrement, j'allais donc à l'école, finalement tout le temps. Et j'étais content d'être à l'école parce que ça valait quand même mieux que cet endroit infernal où le carrelage est vert, brillant, et où c'est même pas du marbre, et où on s'ennuie. Disons qu'à l'école, c'était moins pire.
Alors voici le chapitre. Attention, danger public. Elle est petite, nerveuse et elle crie tout le temps. Son visage est crispé, ses yeux toujours sur le point d'exploser. Sa voix est stridente et métallique. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour irriter mes oreilles et je ne comprends rien à ce qu'elle dit, ou disons que je ne veux pas comprendre. Je refuse catégoriquement que sa voix pénètre mon cerveau. Je l'entends, mais elle n'ira pas au-delà de mes oreilles. Je me souviens très bien de sa voix, mais je serais incapable de restituer la moindre phrase qu'elle m'a dite. Mes tympans ne l'aiment pas, je ne l'aime pas et elle ne m'aime pas non plus. Je pense d'ailleurs qu'elle n'aime personne. En tout cas, pas ses élèves. Elle n'est rien d'autre pour moi qu'une agression sonore permanente que je m'efforce de noyer dans un océan d'indifférence. Je dois passer 8 heures par jour avec elle, dans la même pièce. Je vous présente Madame C, l'institutrice. J'ai 7 ans et je suis en CE1. 7 ans, l'âge de raison comme ils disent. On me l'a sorti au moins 100 fois depuis mon anniversaire, cette histoire. Je l'entendrai toute l'année, ils me l'ont tous répété. À l'école comme ailleurs. Tu as 7 ans, l'âge de raison, c'est bien. En effet, c'est génial. Pourquoi pas 7, pas 8 ou 6 ? Ça, ils ne me le diront jamais. L'âge de raison, c'est 7 ans, ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont avec la raison ? Auraient-ils tous perdu la leur ? La raison qui domine, c'est toujours celle du plus fort. Ça, je ne le sais pas encore. Pourtant, mon père me l'a déjà dit en me citant une fable de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Côté pratique, je l'apprendrai à mes dépens, bien sûr à l'école. Je me souviens notamment en 6e d'une professeure affirmant avec une certitude inébranlable devant sa classe « Vous savez bien que le professeur a toujours raison. » À ce moment-là, j'ai compris. À ce moment-là précis, tout le monde sait qu'elle a tort, mais elle a raison. Raison parce qu'elle a le pouvoir. Voici une des choses fondamentales que j'ai apprises à l'école. La raison, le pouvoir et la force sont un trio indissociable. Si on en enlève un, ça ne marche pas. À 7 ans, on n'a ni force ni pouvoir. Alors 7 ans, l'âge de raison, c'est de la connerie. Mais c'est bien. Continuez de le dire afin d'entretenir vos enfants dans ce mensonge si doux. C'est comme de croire au Père Noël. Ils sauront bien assez tôt que ce n'est pas vrai. Raison, force, pouvoir. Pourquoi n'écrit-on pas ça à l'entrée de chaque collège, lycée et école primaire, ou encore de chaque mairie, ministère, palais de justice ou bâtiment officiel ? Ce serait tellement plus proche de ce qu'on y trouve plutôt que ce pieux mensonge civique. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Je n'ai rien appris de tout ça à l'école de Jules Ferry. Vaste mensonge politique inculqué dès l'enfance. Bref, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans et je dois composer avec Madame C. Évidemment, puisque 8 heures de temps quotidien, ça ne leur suffit pas, Madame C, comme tous les soirs, nous dicte l'énoncé du devoir pour le lendemain. De mémoire, ce soir-là, ça donne à peu près ceci. Trouvez et soulignez le complément d'objet direct ou indirect que vous remplacerez avec l'adjectif qualificatif dans la proposition juxtaposée que vous aurez préalablement encadrée par la proposition subordonnée dans la phrase énoncée. À l'école de M. Jules Ferry, c'est ce qu'on appelle un exercice de français. Il est 21h, à la maison, nous sommes à table, et même mon père, grand cancérologue, éminent professeur de médecine et chercheur diplômé de je ne sais combien d'universités et bardé de je ne sais combien de prix et de reconnaissances en tout genre, n'a pas compris l'énoncé. J'ai très peur. J'ai peur parce que je sais que si je ne fais pas ou si je rate l'exercice, Madame C criera encore plus fort et me punira. Je n'ai encore jamais été puni. Je ne souhaite pas que cela m'arrive. Je suis certes un élève distrait, moyen et souvent hors sujet, mais en conduite j'excelle. 10 sur 10. Toujours. Il faut croire qu'en cette matière, l'indifférence, ça paie. La peur est la matière que l'on enseigne le mieux à l'éducation nationale. La peur, la compétition et la soumission, le tout noté sur 20. Mon père rédige sur mon cahier de texte un mot qui, contrairement à l'énoncé, a le mérite d'être très clair. Ce mot explique en 3 lignes la raison pour laquelle mon devoir ne sera pas rempli. Je me dis qu'ainsi je ne risque rien et que Madame C comprendra. Lendemain, 9h. Comme tous les matins, passage en revue. Inspection générale. Chacun son tour doit se lever, marcher jusqu'au bureau et présenter son exercice à Madame C. Quand Madame C n'est pas contente de ce qu'elle trouve, elle jette le cahier à la figure de l'élève qui le ramasse et retourne à sa place. Ce matin-là, tous les cahiers y passent. Manifestement, personne n'a compris l'exercice. Arrive mon tour.
J'appréhende la réaction de Madame C, mais je me dis que le mot de mon père me protégera. Je pose doucement mon cahier sur le bureau. Elle lit le mot. Je la vois devenir rouge et d'un seul coup, des jets d'insultes stridentes sortent de sa petite bouche pincée et sèche. Mon cahier vole. J'aurai droit à un supplément de choix. La brosse en bois qui sert à effacer le tableau rase ma tête. Après que j'ai ramassé mon cahier et regagné ma place, elle continue à hurler en me jetant des craies. Ce que je pressentais depuis le début de l'année arrive. Je suis maintenant officiellement le souffre-douleur de Madame C. Madame C n'aura pas droit à mes larmes. Je me souviens qu'à ce moment précis, je me mets intérieurement à maudire mon état d'enfant. Je m'imagine adulte, lui envoyant cahier, brosse en bois et craie au visage. La moindre des paroles que je vous avais adressées, Madame C, était une erreur de ma part, car une grossière perte de temps et d'énergie. Vous n'en valez pas la peine. À ce moment précis, je me mure. Il est temps de reconsolider mes remparts et de lever mes armées. Je vais les épaissir et rebâtir immédiatement une tour si haute et si solide que je ne vous verrai même plus, Madame C. Les murs seront si épais que vous pourrez toujours vous époumoner en criant de toutes vos forces, je ne vous entendrai pas. Et ma tour sera tellement haute que son sommet transpercera les nuages et que vous disparaîtrez. Je vais fermer tous les ponts-levis et les meurtrières que j'avais commencé à ouvrir peu à peu. De ma tour, vous ne verrez dépasser que le bout des canons et la pointe des flèches noires de mes archers. Et derrière eux, je vais encore ajouter des catapultes et des arbalètes, prêtes à jeter des projectiles enflammés. Et lorsque mon pont-levis s'entr'ouvrira, ce ne sera que pour lâcher des meutes de chevaliers fous, juchés sur des destriers enragés aux armures sanglantes, accompagnés de dragons enflammés et sanguinaires. Fort heureusement, ma mère ne me laissera pas reconsolider les fondations de ma tour. Quelques jours après, j'intégrais une autre école avec une classe unique pour le restant de l'année. Bon vent. Quelques jours après, Madame C partait en congé de maladie longue durée pour dépression nerveuse. Bon débarras. Voilà comment, à 7 ans, l'âge de raison, il s'en fallut de peu pour que je redevienne un être de haine emmuré dans la souffrance. Alors un petit peu de temps a passé et vinrent ensuite les années noires. Peu de monde, à mon avis, se rappelle de ces années de collège comme étant des années idylliques. En tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Je leur dédie donc ce petit chapitre qui s'appelle « La mangeoire au cochon ». Il est 12h20. Voici que cette affreuse sonnerie retentit. Tout le monde se lève précipitamment pour se rendre au réfectoire. Dans le hall d'entrée, comme tous les jours, une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres avance et s'arrête. Le mouvement est régulé par un feu qui passe du rouge au vert. Une jeune surveillante, comme toujours, dépassée par les événements, fait la circulation. Il faut dire qu'elle est seule contre 300 élèves affamés. Moi, je n'ai pas faim. Sur ma carte de cantine, ainsi que sur toutes les listes d'appels, je suis Oriot Julien. Je suis donc Julien le mort. Et les morts ne mangent pas. Cependant, je suis dans l'obligation de pointer. Alors je pointe. Une fois la file d'attente passée, je prends mon plateau au self-service, j'entre dans le réfectoire, je m'assois à une table, je ne touche pas mon plateau, je me lève, je le pose là où il faut le poser et je vais attendre au CDI. Ou bien à la bibliothèque. La sonnerie qui annonce la suite de ces journées interminables. Ce jour-là, la file d'attente est particulièrement agitée. Sans doute parce qu'aujourd'hui, le menu affiche du bœuf bourguignon à la cantine, allez savoir. Je me suis glissé dans le rang, et comme d'habitude, je supporte ces bousculades et bourrades incessantes. Tout ça pour aller pointer. Vie absurde. Le feu est resté au rouge anormalement longtemps. Les rangs s'agitent. Le troupeau beugle. La surveillante a de plus en plus de mal à contenir la rage de tous ces estomacs sur pattes qui crient leur gloutonnerie de plus en plus fort. Le feu passe au vert, grande vague qui s'agite. Je me raidis et je lâche prise. Je me laisse entraîner par le mouvement de cette foule carnivore. Voilà que je chavire au gré du courant effréné de cette masse affamée. Je m'abandonne à eux, je me laisse tomber. Le mouvement continue. Je suis piétiné. Je ne me protège pas. Je me livre à eux, je me donne. Ils marchent sur mon corps avec leurs pieds pressés et impatients. Ils ont faim et je m'offre à eux. Moi, je n'ai plus faim de rien. La surveillante crie. Le mouvement continue. Le feu repasse au rouge. La surveillante fend la foule. Elle me relève. Elle me demande si je vais bien.
Je lui dis que oui. Elle me demande si je veux aller à l'infirmerie. Je dis que non. Je regagne ma place dans le rang. J'ai très mal à la cage thoracique et je ne vais pas bien du tout. J'ai raté ma sortie et aujourd'hui encore, j'irai pointer. À partir de là, je me rends compte que rien ne va plus, qu'il est temps de faire des réformes. Je n'arrive pas à trouver ma place par les coups, puisque c'est le langage qu'il faut employer là-bas. Bref, je n'y arrive pas. Alors je me dis, puisque je ne peux pas me faire accepter par les différentes individualités qui composent cet endroit, entre les professeurs qui me reprochent quotidiennement mon décalage, les élèves qui me font payer ma différence, mes différences de centre d'intérêt, je me dis, bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais englober tout le monde d'un coup. Puisque je ne peux pas séduire les personnes en particulier, je vais donc m'occuper des masses. Et c'est là où je décide d'entrer en politique. Moi et la politique. Je vois bien que tout fout le camp. Hugo n'est pas assez menteur et dissimulateur pour trouver sa place parmi vous. Je me mets alors à observer les menteurs les plus en vogue du moment. La période est idéale pour ça. Nous sommes en 1995, en pleine élection présidentielle. Je regarde tous les débats télévisés. Je ne manque rien du grand feuilleton. J'observe les duels sanglants à coups de petites phrases assassines. Je note les mimiques, les gestes, les attitudes. J'évalue ce qui est bon et mauvais, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je répertorie avec soin les erreurs à ne pas commettre. J'essaie de voir à quoi ressemble un mensonge réussi. Je dois devenir un virtuose du mensonge. Et encore, être encore meilleur, ou plutôt pire qu'eux. Finalement, je me dis qu'ils sont un peu dans la même situation que moi au collège. On ne les aime pas et ils méprisent tout le monde en retour. Cependant, ils doivent réussir à engendrer un élan de sympathie massif à leur égard pour survivre, sinon ils meurent. Arrive le duel final. Jospin versus Chirac. Ça n'a pas loupé. Le plus menteur des deux a gagné. J'avais d'ailleurs placé mes billes sur lui en pariant secrètement en moi-même des milliards de dollars sur sa tête. Bonne pioche. Arrive le mois de septembre. Je suis en 4e et j'ai un projet. Je vais prendre le pouvoir. Je suis trop jeune pour être président de la République. Et puis de toute façon, la place est prise. Ce n'est pas grave. Je vais me faire les dents en briguant le poste de délégué de la classe. Une campagne, ça se prépare. Je l'ai bien vu à la télévision. J'écris mon mur sur des feuilles A4 qui feront office de banderoles et d'affiches. Votez Henriot. C'est aussi bête que ça. Certains acceptent même de porter les affiches et de les montrer aux autres dans les rangs ou bien les font passer sous forme de tracts, sous les tables, en classe. Arrive le jour de l'élection. C'est pendant le cours de dessin. Ironie du sort, ce jour-là, il s'agissait de dessiner son nom sur la feuille. À l'école, jusqu'au bac, on m'a toujours appelé Julien. Mon premier nom sur ma carte d'identité et sur les listes. Il a bien fallu que je m'y accoutume. Afin de le supporter, je les laisse s'adresser à un mort. Comme ça, je ne suis pas là. Aujourd'hui, j'ai donc dessiné Julien le mort. Un serpent représente le J. C'est un serpent venimeux. Sa langue fourchue dépasse. J'ai fait le plus beau dessin de la classe. Le professeur le montre à tout le monde et l'affiche au tableau. Mon œuvre funéraire suscite l'admiration générale. Je suis confiant. Je suis prêt. Les autres prétendants au poste n'ont fait aucune campagne visible. Le professeur principal demande à chaque candidat de se lever pour prononcer son discours. Je ne me précipite pas, car je sais qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Je laisse balbutier les autres avant. Ils passent chacun leur tour, en y allant à reculons, les yeux dans le vague, incapables d'aligner plus de 3 mots à la suite, pitoyables, aucun panache, aucun charisme, rien. Intérieurement, je me marre, mais je ne laisse rien paraître. Entre chaque discours, mes voisins de table me tapotent sur l'épaule, me pressant d'y aller. Ils veulent entendre ce que j'ai à dire. Patience, patience. Je jouis intérieurement d'avoir su créer autant d'attentes de leur part. En politique, ça s'appelle de la communication. Ça y est. Ils sont tous passés et pas un pour rattraper l'autre. Piteux. C'est maintenant mon tour d'entrer dans l'arène. Je me lève. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet et mon pantalon bleu marine avec une chemise blanche. Je marche droit dans l'allée centrale. Mon cœur bat plus vite que le rythme lent et sûr de mes pas. Mes chaussures sont cirées. C'est l'heure du crime.
Ça y est, me voici devant le grand tableau noir, debout devant l'estrade. On entendrait une mouche voler, l'air est suspendu, un léger murmure parcourt la salle de classe. Un temps. J'englobe l'espace. Je me lance. Mes chers camarades, mes chers amis, vos attentes, je les comprends et je les ressens. La tâche d'un délégué n'est pas une chose aisée. C'est une responsabilité importante et capitale. Le délégué est celui qui agit et non celui qui délègue. Le délégué doit porter vos espoirs et vos attentes devant le conseil de classe. Le délégué doit se battre en permanence pour l'intérêt général. Et vos intérêts sont les miens, tout comme les miens sont les vôtres. Oui, je suis candidat pour porter cette lourde charge sur mes épaules. Et je fais ici le serment solennel que vos espoirs feront l'unique objet de ma croisade. Si vous m'estimez digne de votre confiance, alors faites parler les urnes, afin que je puisse parler en votre nom. Tonnerre d'applaudissements. Acclamation de mon nom. Ovation de la foule qui brise soudain le silence tendu. Voici comment emporter les masses sans exposer le moindre programme ni la moindre idée. Ajoutez à cette harangue une pointe de populisme et vous obtenez un discours tout à fait présidentiable. Le vote commence dans une ambiance électrique. Je suis élu au premier tour par une majorité écrasante. 23 voix sur 31, plus de 70%. Je suis sans doute le délégué le mieux élu de toute l'histoire du collège, et peut-être même bien plus encore. C'est une victoire totale. Je savoure mon triomphe. Toutefois, un peu déçu de ne pas avoir eu à affronter un adversaire à ma taille. Les 5 autres candidats se partagent les miettes. Certains n'ont même aucune voix. C'est parce qu'ils ne se sont donné aucun mal. Ah oui, j'oubliais. Il y a 2 places de délégués. Une fille est donc élue avec moi. C'est elle qui récolte le plus de miettes, à peu près 5 voix. Elle arbore depuis des années les meilleurs résultats, avec 18 de moyenne. Elle a toujours été déléguée au fil des années, incontestablement la plus méritante et la plus légitime pour ce poste. Cependant, son discours a été terne, scolaire et sans vie. Mais les urnes ont parlé, même s'il y a 2 délégués. Au final, le délégué, c'est moi. La verve et le verbe, ça paie. J'ai su mettre en scène ma candidature et faire un jeu de cette élection. C'est pour ça qu'ils ont voté pour moi, mais ils ne le savent pas encore. Ils se sont amusés là où ce n'était pas prévu et ils m'en sont reconnaissants. Évidemment, ils s'imaginent que maintenant, je vais me préoccuper de leur avenir et de leurs petits problèmes. J'ai juste voulu me payer une tranche d'évasion sous les paillettes au sein même de ce qu'on appelle la vie scolaire. Moi, je dis la vie carcérale. Pendant que certains tentent vainement de commettre des attentats en brûlant des bouteilles en plastique au milieu de la cour, ne récoltant ainsi que des heures de colle, moi, j'élabore en toute impunité un putsch politique. Véritable pied de nez, aux yeux et à la barbe de tous. Mais je sais très bien que, passé l'ivresse de la victoire, tout redeviendra comme avant. Je réussirai même à devenir le délégué le plus impopulaire qui n'ait jamais existé. En fait, je redeviendrai tout simplement aussi impopulaire qu'avant, mais avec un titre. Délégué. Délégué des cons. Dans la bouche de ceux qui m'ont élu, ce sera plutôt délégué à la con. C'est vrai que délégué, c'est vraiment un poste à la con. Aucun pouvoir, aucune légitimité, rien, même pas de voiture de fonction. Il faut se taper les conseils de classe, où je suis censé défendre ceux qui me font payer tous les jours ma différence, face à ceux qui me reprochent quotidiennement mon décalage. Vraiment merdique. De toute façon, à la fin des fins, tous ces faux débats mènent fatalement et toujours à la même conclusion programmée d'avance. Quoi qu'il arrive, le professeur a toujours raison. Bon vieux garde-fou pour protéger les plus fous. Je n'irai pas au terme de mon mandat. Ma mère me retire du collège en cours d'année, je suis au bord de la dépression, à 2 doigts de rejoindre Julien dans la terre noire, enfermé à jamais. Peu de temps avant que ma mère ne me retire de ce sinistre endroit, une fille, manifestement un peu trop âgée pour être encore là, avait déclaré haut et fort « Ce type est incroyable. Tu le regardes dans les yeux et tu crois qu'il va te fusiller. Ce sera un acteur, j'en suis sûr. » Elle avait vu juste. Seulement voilà, j'étais devenu une machine de guerre tellement acérée que j'étais incapable de ressentir la moindre bienveillance que de rares individus me témoignaient. À ce moment-là de ma vie, je maîtrise la communication, mais je n'ai plus du tout d'ouverture. Ce n'est pas ici que ça s'arrangera. Plus tard,
Bien plus tard, j'apprendrai à desserrer les boulons. Alors, bien après, je me suis rendu compte que finalement, les rencontres et la vie et les choses en général étaient finalement bien plus agréables dans le théâtre plutôt que chez les politiciens. Que le théâtre, c'était plus drôle, que c'était un endroit où personnellement, je me plaisais mieux. Alors plus tard, bien plus tard, voilà ce qui s'est passé. On s'est rencontrés là. Je viens de traverser la France, je franchis les portes du Théâtre du Jour à Agen, où j'ai été admis suite à un entretien une semaine plus tôt. En fait, on ne m'a pas vraiment admis. On m'a ouvert les bras, parce que j'ouvrais les miens. Il y a beaucoup de monde ici. Les murs sont recouverts d'affiches, témoins des spectacles, du bouillonnement et de l'histoire de ce théâtre. Ça sent le café et le croissant. Ici, on a faim et on va manger. Je suis affamé, prêt à tout dévorer. Pierre de Bauche, le seigneur des lieux, grand foulard, costume et cheveux blancs se lève. Il m'accueille, je viens à lui. Grande accolade. À 14h, tu me rejoins sur le plateau. Nous allons monter la demande en mariage. Ainsi débute mon aventure théâtrale. Anton Tchekhov. Je commence par la demande en mariage, je continue par la mouette. En cours, je travaille Platonov, que je rêve de jouer un jour. Nous ressuscitons les barricades de la Commune de Paris et Victor Hugo me souffle le texte dans Marie Tudor. Je ne cite pas tous les autres, ce serait trop long. Pour la première fois, je respire. Ici, je m'adonne à mon jeu favori, créer des langages, avec des nouvelles formes, comme dit Treplev dans la mouette. Un rôle est un langage, l'écriture est un langage, la mise en scène est un langage d'images, de sons et de signes. Apprendre à lire ses sensations, à jouer et à être joué. Accepter de faire avec l'autre, de partager. Jeu de mots, jeu décor, jeu des masques. Attention, un masque peut en cacher un autre, et c'est ça qui est drôle. Et j'ai envie de finir sur cette lecture par une dédicace où certains, mais je pense qu'ils ne sont pas ici, se reconnaîtront. Ça s'appelle « À tous ceux ». À tous ceux qui ont tenté de m'emmurer vivant dans mon silence de mort à jamais, à tous ceux qui ont voulu m'enfermer dans leur prison de verre et leur salle capitonnée, à tous ceux qui ont voulu m'assassiner et sacrifier ma mère sur l'autel de l'ignorance et de l'obscurantisme, à tous ceux qui se drapent d'un savoir sans autre fondement que le dogme, à tous ceux qui prennent part au génocide de la différence au nom de l'indifférence, à tous ceux qui, sous couvert de fausses sciences, assouvissent leurs fantasmes de tortionnaires, à tous ceux qui veulent crucifier les mères aimantes, puisque pour eux l'amour est obscène, à tous les inquisiteurs et fondamentalistes qui érigent des chapelles destructrices, malsaines et meurtrières, à tous les pourfendeurs et peines à jouir qui confondent amour maternel avec inceste, je dis non. Non, je n'ai pas été trop aimé par ma mère. J'ai été aimé. Et j'ai aimé en retour. Voilà, c'était quelques fragments de ma vie. Merci Hugo Oriot pour ces lectures fort intéressantes. Alors on va poursuivre maintenant, si vous êtes d'accord. Vous pouvez rester là ou vous mettre sur le fauteuil, comme vous le souhaitez. Le fauteuil est plus confortable. Très bien. Vous avez un micro ici de toute façon. On va appeler maintenant Vincent Poirier, le metteur en scène de L'Empereur c'est moi. Donc pièce de théâtre, on peut l'applaudir. Alors Vincent, bonsoir. Une petite question tout d'abord. Pourquoi avoir décidé de mettre en scène cette pièce de théâtre en s'inspirant et en reprenant cet ouvrage? Il marche le micro là? Oui, c'est bon. Oui, ouais. Déjà, ce serait pas mal qu'on voit le teaser du travail. Ah oui, effectivement, il y a une vidéo. Juste un mot avant de voir le teaser. Donc, avec Hugo, on s'est enfermé pendant 5 semaines au mois de septembre et octobre pour présenter une première étape de travail autour de l'adaptation de L'Empereur c'est moi. Et à l'occasion de ces 5 semaines de travail, on a réalisé un petit film de 3 minutes 30 pour montrer un peu la couleur du spectacle.
Voilà, si on peut regarder ça maintenant. On écoute ça, on regarde ça de suite. Julien est mort. Il est enterré dans la terre noire. Je Le temps qu'on discute de toute façon et d'échanger avec vous, peut-être qu'on va arriver à relancer cette vidéo, on va voir ce qui se passe. Sinon, vous pouvez aller sur le site d'Hugo, il y a le teaser du spectacle qui est... C'est ça. Ouais. Donc voilà, alors moi je me présente, je m'appelle Vincent Poirier, j'ai rencontré Hugo à Agen, au Théâtre du Jour. Moi j'ai été élève au Théâtre du Jour entre 94 et 97 à l'ouverture de ce théâtre. Et puis ensuite je suis revenu faire des mises en scène. J'ai été professeur au Théâtre du Jour et on s'est rencontrés à cette occasion quand Hugo est arrivé en 2005. Et puis ensuite nous sommes devenus amis, on s'est croisés régulièrement à Paris. Et un jour, Hugo, que je rencontre chez lui, me dit « Écoute, là, je vais partir m'enfermer. J'ai décidé d'écrire ce que j'ai vécu. » Et puis, je lui dis et puis il part, comme ça, 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et à son retour, on se retrouve à nouveau. Et Hugo me lit des passages. Et là, je suis stupéfait de ce qu'a pu écrire Hugo en si peu de temps. Je suis stupéfait de la force de ce texte. Et on se met d'accord pour essayer de retranscrire ce qu'a pu écrire Hugo sur un plateau de théâtre. Donc moi, je suis très fier, évidemment, de porter ce texte en tant que metteur en scène, puis en tant qu'ami d'Hugo. Et donc, je lui proposais de venir dans notre théâtre. Moi, je dirige une compagnie qui s'appelle la compagnie Dodeka. On est basé à Coutances, en Basse-Normandie, dans la Manche. On a un lieu. On est artiste associé de la scène conventionnée de Coutances depuis 2007. Et nous faisons une petite programmation dans notre salle. Et donc, c'est là que j'ai proposé à Hugo de bosser pendant 5 semaines et de voir ce qui allait se passer avec cette adaptation. Donc là, j'étais accompagné par Nicolas Rivals, qui est le co-directeur de la compagnie Dodeka, qui a adapté le texte. Et puis, voilà, on a présenté à 200 personnes à peu près. Et puis là, ça s'enchaîne en ce moment, ça se déchaîne, et on a la chance de le créer officiellement avec de l'argent. L'année prochaine, la saison prochaine, il sera créé à la Scène nationale de Cherbourg. Mona Guichard, qui est la directrice de la Scène nationale, va nous prendre en résidence et va aider la compagnie Dodeka et Hugo à faire naître ce spectacle. Et ensuite, nous partons en tournée. Et évidemment, nous espérons
le jouer dans le sud-ouest. On espère le jouer du côté d'Agen, du côté de Toulouse et de Bordeaux. Pour l'instant, on a une tournée qui se fera en Normandie. On va le jouer à Paris. Et on espère en 2015-2016 commencer à venir un peu plus dans le sud. Voilà. Très bien, Vincent, l'informatique est réparée. Et génial. on a la chance de pouvoir voir un petit peu ce teasing. Donc, c'est reparti. Maman, Julien est mort. Il est enterré dans la terre noire. Je veux un autre nom. Je dois créer un personnage suffisamment fort et puissant pour piétiner le cadavre de Julien qui ne cesse de me hanter. J'en ai assez d'être faible. Je veux être fort moi aussi. Maman m'inscrit au judo, je suis ceinture jaune. Je deviendrai le général en chef de l'école. Et après l'école, ce sera la France. Et après la France, le monde. Et ensuite l'univers. Elles m'ont mis de la viande dans la bouche. Alors moi, je l'ai gardée dans ma bouche tout l'après-midi jusqu'au soir. Quand maman est venue me rechercher, elle a trouvé que j'étais bizarre. Elle a compris. Elle a glissé sa main sous mon menton et m'a dit de recracher, ce que j'ai fait. Soulagé. Je ne défecte pas! Arrête de parler dans ma tête! Quand les gens vont faire caca, ils s'enferment toujours! C'est sûrement qu'ils doivent avoir un secret! Odile lui répond que ce n'est pas grave, que ce sera bientôt terminé. Plus tard, Julien fera des tas de choses intéressantes, elle en est persuadée. Julien l'imagine sans vêtements, toujours en train de lui parler. Je dois accepter ce monde qui n'est pas le mien. Je n'ai pas le choix. Sinon, Hugo finira lui aussi dans la terre noire. Des mots se bousculent dans ma gorge. Je dois les sortir. J'ouvre ma bouche qui ne parle pas et je dis: Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hugo? J'accepte. Baisse les yeux! Je ne réponds rien. Il me gifle. Je relève la tête. Baisse les yeux, fils de pute! Seconde gifle, plus forte que la précédente. Il m'empoigne par la nuque et me force à baisser la tête sur leur crachat. Il me frotte vigoureusement le crâne. Ça s'appelle un shampoing. Ils le font chacun leur tour. Je suis devenu leur jouet favori. Ils me lâchent. Mes yeux de braise continuent d'affronter leur regard de bovin. Je ne lâcherai pas une larme, pas un cri, rien. Je marche sur des charbons ardents et je dois apprendre à danser. Eh bien, je danserai. Pousse! Nom de Dieu! Mais pousse! J'arracherai ton cœur et je me mangerai tranquillement encore. Julien, tu sais pas de quoi je suis capable. C'est ma tête qui vient de voler en éclats! Surtout, ne pas perdre l'équilibre. Bien, merci pour cette présentation vidéo, ce teasing. Si vous êtes d'accord, on va enchaîner avec les questions avec la salle. Mais pour cela, bien, vous n'êtes pas seul. Je vais également appeler à vos côtés les représentants d'associations. J'appelle Karine Routaboul Cohen. Bonjour. Bonsoir. Également Florence Pézous et Paloma Trero. Et on peut les applaudir également. Bonsoir mesdames. Alors Karine Routaboul Cohen, vous êtes présidente de Sésame Autisme Midi-Pyrénées.
Florence Pézous, vous êtes présidente de Autisme 31. Et enfin, Paloma Trero, vous êtes psychologue cadre à la Futuro School Toulouse. C'est un projet innovant expérimental de l'association Vaincre l'autisme. Merci mesdames d'être avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer la salle, si vous êtes d'accord. Et je vais prendre de suite peut-être des questions ou des réactions pour nos participants ici ce soir. Qui se lance? Qui a des questions? Je ne mourre pas encore, donc n'hésitez pas. Alors il y a deux options, vous avez été extrêmement complet ou alors vous avez été extrêmement intimidant. Moi j'ai juste une question peut-être pour démarrer pour vous Hugo. Sur scène, sur cette pièce de théâtre, vous êtes tout seul? Oui, je suis tout seul sur scène. Ouais. Vous êtes plusieurs à la fois. Mais on est beaucoup à faire le spectacle. Donc il y a Vincent la mise en scène, Nicolas Rivals à l'adaptation, et puis beaucoup de personnes là, qui vont se rajouter à Cherbourg, puisqu'on va pouvoir étoffer le spectacle avec les moyens qu'on va avoir donc à la Scène nationale. Mais Vincent en sait plus là-dessus. Oui, enfin, juste ce que vous avez vu là, le teaser, donc le spectacle, là, quand on s'est enfermé avec Hugo, on a décidé de s'enfermer 5 semaines sans avoir aucun moyen. Et donc, c'est vraiment un avant-goût. Là, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de. Voilà, même les costumes, c'était très aléatoire. Et donc là, j'ai toute une équipe. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec une équipe technique, au son, à la vidéo. Et donc ils vont se greffer au projet et on va essayer d'enrober déjà le travail très, très intense de Hugo déjà sur scène, parce que 5 semaines sur scène tout seul, c'est puis jouer son propre roman aussi. Alors, ça c'était une question, c'est déjà le roman peut représenter une première forme d'extériorisation, alors j'ose dire catharsis, mais je ne suis pas psychologue donc je ne suis pas certain que ce soit le bon terme, mais pourquoi en plus avez-vous éprouvé le besoin d'en faire en plus une pièce, de le jouer? En fait, finalement, mon livre, quand je l'ai écrit, en fait, j'ai eu envie de le jouer avant même que le manuscrit se termine. C'est-à-dire que de la manière dont il est sorti, déjà, je suis comédien depuis un petit moment, bien avant de devenir écrivain, et donc le théâtre m'était déjà assez, c'était un endroit que je connais. Et finalement, le livre raconte aussi, en écrivant ma propre histoire, je me suis rendu compte que ça racontait aussi quelque part la naissance d'un comédien. Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté de rentrer dans le monde et donc d'apprendre quelques codes, de jouer la comédie sociale, des fois de manière un peu décalée, mais donc à décider de jouer finalement, de jouer mon propre rôle. Je me suis dit que c'était finalement, après avoir écrit ma propre histoire, de jouer aussi mon propre rôle sur scène. Voilà, tout simplement. D'accord. Est-ce que, alors question pour nos intervenantes, Karine peut-être, est-ce que le théâtre c'est un mode d'expression qui est utilisé notamment pour des enfants qui présentent des troubles autistiques? Alors, avec des enfants, j'en ai pas la connaissance, mais j'imagine qu'il doit y avoir des choses possibles. Alors, par exemple, moi, à l'IME Unité Classe 10, donc de Toulouse, gérée par l'hôpital Lagram, il y a cet esprit de préparer un spectacle pour la fin d'année, avec l'idée d'apprendre des petits textes et de pouvoir interpréter quelque chose qui est l'ordre d'à peu près 5 minutes à présenter devant les parents. Alors, est-ce qu'on peut parler de théâtre? Non, au sens du spectacle comme nous on peut l'imaginer, mais pour eux, en tout cas, peut-être qu'il y a cette idée d'avoir travaillé un texte, etc. Et c'est surtout un enjeu très important parce que c'est se mettre devant la scène, d'être sous le regard des autres, même si c'est sous la présence uniquement de la fratrie et des parents, ça représente quand même pas mal de monde. Par contre, il existe une compagnie d'artistes sur Paris, d'Asperger, dont je n'ai pas le nom en tête, ça m'échappe, mais qui joue et qui fait des choses autour de spectacles et complètement des pièces. Alors, je ne sais pas si c'est des reprises ou pas, j'ai plus en tête, mais il y a quelque chose à ce niveau-là à Paris. Très bien, merci pour cette précision. Alors, on a une première question. Je vous en prie, on vous écoute. Attendez, parce qu'ici, il n'y a que mes micros. Ça ne va pas le faire. Il y en a plusieurs. Alors, attendez. Où vous êtes? Ici. Oui, d'accord.
Bonjour. Je voulais vous demander... Mais oui, mais je laisse faire les choses. Parce que dans votre livre, l'univers que vous décrivez est vraiment extrêmement violent. En oui, en non. On a l'impression que c'est où on est d'un côté, où on est de l'autre. Enfin, c'est en tout cas l'impression que m'a fait votre lecture. Et est-ce que l'écriture du livre, pour vous, ça a un peu adouci tout ça? Enfin, qu'est-ce qu'elle a représenté? Est-ce qu'elle a représenté quelque chose, l'écriture du livre, pour vous? Ça a représenté... en fait, on écrit par besoin. On a besoin, à un moment donné, de l'écrire. Et on n'écrit jamais avec des bons sentiments. André Gide disait « On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments » et je suis plutôt d'accord avec lui. Sinon, ça donne des livres sans intérêt qu'on a envie de refermer au bout de la 3e page. Donc, c'était un besoin de le faire. J'avais besoin à un moment donné parce que finalement, j'ai écrit ce livre en très peu de temps, en 2 semaines. Mais j'ai écrit ce livre en 2 semaines, finalement, après 30 ans de silence, où quelque part, je le retenais un peu. 30 ans de silence dans le sens où, étant non-verbal jusqu'à 6 ans, ensuite, j'ai commencé à accepter de m'adapter avec les clés qu'on me donnait jusqu'à 15 ans. Et puis ensuite, à l'âge de 15 ans, je suis arrivé à devenir une sorte d'agent secret absolument insoupçonnable et invisible, où j'ai enterré ma différence pour la rendre surtout absolument invisible. Et donc, du coup, les 15 années qui ont suivi, de 15 ans à 30 ans, ont été des années de silence, dans le sens où j'ai mis sous une chape de plomb mon passé, en parlant quasiment à personne, pour l'oublier, faire comme si ça n'existait pas, tellement il y avait eu de souffrance, de violence dans tout ça. Et finalement, au bout d'un moment, quand on se promène un peu avec tout ça, on se rend compte qu'en fait, il faut faire avec ce qu'on a. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, finalement, c'est le projet Forbel en soi. Et à un moment donné, je me suis dit finalement, quoi de mieux de faire qu'un livre. En fait, ma mère, Françoise Lefebvre, avait déjà raconté mon histoire dans Le Petit Prince Cannibale, qui était sorti en 91. Et je me suis dit finalement aussi, pour rendre hommage à ma mère, quoi de mieux que de lui faire aussi quelque part une réponse littéraire. Donc finalement, l'écriture d'un livre était le projet formel qui convenait le mieux pour ce que j'avais besoin de faire. Et donc oui, ça a été très important. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais... Oui, je pense que oui. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions? Oui. Alors, madame, et puis après, madame là-haut. En tant que maman d'enfant autiste, je trouve que ça fait du bien quand vous mettez un peu votre maman sur un piédestal, parce que les mères d'enfants autistes en ont tellement entendu depuis tellement d'années. Et je voulais savoir si sans votre maman, vous vous en seriez sortie seule. Absolument pas, non, je ne m'en serais pas sorti seul. C'est grâce à elle. Et après aussi, je le dois aussi à moi, parce qu'il y a un moment donné où j'ai accepté de me battre, mais si elle n'avait pas été là, je serais là où le carrelage est vert et brillant et les murs blancs. Enfin bon, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Elle vous a sauvé. Absolument, oui, on peut dire ça. Et si c'est pas indiscret, quel est le rôle du père? Mon père a toujours été là. C'est vrai que j'en parle un peu moins dans mon livre. Il y a quand même 2 ou 3 chapitres sur lui, mais en fait, il travaillait beaucoup, donc il n'était pas souvent là. Mais il a toujours été, disons qu'il a toujours accompagné ça de loin. Enfin, avec mon père, j'ai un très bon rapport. J'en avais, avant comme après. Mais évidemment, il était moins là au quotidien. Et finalement, heureusement, quelque part, parce que c'est vrai que ma mère a dû renoncer à tout pendant 10 ans. Donc elle n'a pas sorti un livre pendant 10 ans. Bon, après, elle a écrit Le Petit Prince Cannibale, qui s'est très bien vendu. Donc, bon, mais mon père, du coup, il fallait bien aussi que quelqu'un travaille, parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Avant de prendre une autre question, juste, je voudrais faire également réagir, président de l'association ici présente, sur le rôle de la mère et des parents. Florence? Oui, c'est vrai que quand on est maman d'un enfant différent, on est souvent très désemparé et on court beaucoup de rendez-vous en rendez-vous, sachant pas que proposer pour permettre à son enfant
de s'épanouir. Et moi, dans le témoignage que je viens d'entendre, là, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez fait d'autres rencontres qui vous ont permis de ne pas vous emmurer? Oui, alors dans ma vie, il y a eu des rencontres importantes. En fait, le fait, j'ai pu faire des rencontres parce que ma mère s'est toujours débrouillée pour que je sois en milieu ordinaire, quoi. Et sinon, j'aurais pu rencontrer personne. Donc j'ai fait des rencontres qui... donc j'ai eu des premières rencontres ensuite vraiment d'amitié qui sont faites plus tard, vers 12 ans, 13 ans, mais et qui ont été, oui, en effet décisives. Mais si j'ai fait ces rencontres, c'est en effet parce que j'étais... ma mère a dû se battre contre tout le monde, contre les institutions, qui voulait m'enfermer, quoi. Mademoiselle C n'en faisait pas partie, apparemment. Mademoiselle C ne faisait pas partie de ces rencontres heureuses, on va dire. Oui. Très bien. Une question, alors, madame. Oui, en tant que maman d'enfants autistes également, je voulais savoir s'il y a un âge à partir duquel la vie au quotidien a été plus facile pour votre mère, ou pas, ou si ça a toujours été très difficile, quelle que soit l'évolution, dans des styles différents. Est-ce qu'il y a eu une accalmie durable? En fait, les choses ont commencé à se... Enfin, vous voyez, en fait, c'est plus facile pour ma mère depuis que je suis parti, finalement. Ça a le mérite d'être franc. D'accord. Votre ouvrage, juste, il présente une période qui va de votre... Jusqu'à quel âge vous racontez cette histoire? Jusqu'à 30 ans. En fait, ça commence à peu près, oui, vers 4 ans, et puis ça passe par l'adolescence, et puis ensuite, on va dire dans les années... un peu de 20 à 30 ans, mais qui sont plus elliptiques, puisque je me suis davantage concentré sur la période de l'enfance, la période non verbale aussi, et puis la période de l'enfance, et puis la préadolescence et l'adolescence. C'est surtout ces périodes-là qui sont visibles dans le livre. D'accord. Paloma, sur l'évolution du comportement d'un enfant ou d'une personne qui a des troubles autistiques, est-ce qu'il y a des périodes ou des âges où il peut y avoir des évolutions des troubles? Ou est-ce que ça dépend vraiment de chaque cas? Ça dépend de chacun. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça dépend. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui. Hein, c'est pour vous présenter l'autisme dans un sens plutôt individuel. Hein, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, du fait qu'on parle des Asperger, mais l'autisme, c'est beaucoup plus que ça. Hein, donc, chaque enfant est différent, chaque adolescent est différent, chaque adulte est différent. Donc on ne peut pas généraliser. Alors on ne peut pas généraliser, mais quand on est finalement un parent d'un enfant qui a des troubles autistiques, comment on peut faire? Et c'est ça, je vois, on a besoin des réponses à des questions bien précises. À quel âge? L'autre jour, j'entendais une maman qui me disait, on m'a dit que c'est vers l'âge, c'est entre 5 et 7 ans que c'est difficile. C'était difficile pour cette famille-là, cet enfant-là. On ne sait jamais, hein, chaque famille est différente. Ça dépend aussi de la famille, de la prise en charge, de tout ce qui entoure cet enfant. Là, vous parlez de votre mère, mais je pensais aussi à vos sœurs. Vous parlez de vos sœurs à un moment donné. Je pense que là aussi, d'avoir des sœurs qui sont là pour stimuler, ça aussi, ça a dû vous aider. Je ne sais pas si vous voulez parler d'elle, parce que pour moi, c'était un passage intéressant. Oui, ça c'est très drôle parce que donc j'ai eu une petite sœur aussi, et puis il y avait une grande sœur aussi qui était là pendant que j'étais petit, qui a bien secondé ma mère, mais puis après qui à un moment donné qui est partie faire sa vie, elle a eu raison. Mais et donc quand ma petite sœur est arrivée, ce qui est très drôle, c'est que la fameuse dame en jupe beige du bureau carrelage vert brillant avait dit à ma mère, non seulement faites le deuil de votre enfant, et surtout, n'en faites pas un derrière. Ma petite sœur est arrivée, et puis c'est vrai que ça a été peut-être une des premières personnes qui me faisait rire, parce que je la trouvais drôle avec ses joues comme ça, de bébé. Et donc oui, c'est vrai que l'entourage est... c'est bien sûr primordial, mais aussi parce que ce sont
il y a un tel combat à mener, et surtout dans notre pays envers et contre les institutions en matière de prise en charge autistique, bon, c'est vrai que la famille joue un rôle d'autant plus important dans cette situation-là. Karine, vous vouliez réagir ? Oui, alors en complément de ce que tu disais, Paloma, c'est important en fait d'avoir en tête que il faut poser une évaluation, il faut poser un diagnostic le plus précocement possible, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne peut pas faire de pronostic. C'est la différence en fait. Donc, quelle va être l'évolution d'un enfant diagnostiqué à 2 ans ou à 4 ans ? Personne ne peut le dire. La seule chose dont on est sûr, c'est que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Par contre, si on met en place des stratégies d'accompagnement pluridisciplinaires, adaptées, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques maintenant qui ont été établies en 2012, on a des chances de voir des évolutions. Dans quelle proportion, jusqu'où, personne ne peut le dire. Par contre, des choses sont possibles. Donc, ce pourquoi on milite, nous, dans les associations, c'est effectivement la prise en charge le plus précocement possible dans des institutions qui appliquent strictement les recommandations de bonnes pratiques et non pas des institutions maltraitantes ou inadaptées. Très bien, merci pour cette précision. Alors, une question, réaction ici, puis après, monsieur. Bonsoir Hugo. Je voulais savoir à partir de quel âge vous avez eu cette aisance pour parler parce qu'à vous écouter, on n'a pas l'impression ce soir d'être en face d'une personne qui présenterait des troubles autistiques. Oui. C'est bluffant. Alors après, en fait, il y a qu'en France qu'on croit que mon cas est exceptionnel. J'étais au Québec pour la promotion de mon livre l'année dernière, où finalement des personnes autistes qui deviennent absolument insoupçonnables au niveau de la présentation, leur présentation, ce n'est pas si rare que ça, à partir du moment où il y a une politique inclusive vis-à-vis de ces personnes-là. Évidemment, tout le monde n'évolue pas de la même manière. Il y a en effet un autisme par autiste, mais ce qui est sûr et ce que l'on sait, ça a calqué sur les recherches internationales, et ce que l'on peut dire, c'est que l'autisme n'est pas irréversible, quel que soit le cas, quel que soit il y a une évolution possible à partir du moment où voilà, c'est pris en charge tôt. Et finalement, moi j'ai eu cette chance-là par ma mère, c'est-à-dire que moi je n'ai bénéficié finalement d'aucune prise en charge. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait et a fait par instinct en gros ce qu'il fallait faire. Mais à partir de quel âge, je sais pas, Vincent, moi, tu m'as connu à 23 ans. Bon. Ouais. Attention Vincent, question piège. Non, mais je voulais vous répondre parce que moi j'ai découvert l'autisme avec Hugo. Mais moi, je ne savais pas qu'Hugo avait été autiste quand je l'ai eu en tant qu'élève au Théâtre du Jour. Je ne le savais pas, je l'ai su après. Et puis, alors, ça crée des réactions très, très bizarres, le spectacle. Parce que là, on voit Hugo Oriot qui, comme vous dites, qui joue, qui dit un texte, qui bouge, qui est drôle, qui est émouvant. Et alors, à Coutances, il y a eu des réactions d'admiration, puis des réactions de révolte, de gens qui doutent. Et moi, ça m'a heurté, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de réaction. Alors Hugo, évidemment, toi, après le livre, et je trouve ça très intéressant. Mais après, Hugo, moi, je l'ai toujours connu étant Hugo. Voilà. En fait, disons que je suis devenu, on va dire, insoupçonnable. Je suis devenu, ça a commencé vers 15 ans, où je suis arrivé, on va dire, à gommer tous les signes extérieurs qui peuvent s'apparenter à une forme d'autisme visible. Donc je suis devenu invisible à ce moment-là, insoupçonnable. Et puis après, les ans, sans doute que le théâtre m'a aidé, parce que nous, comédiens, on a souvent une déformation professionnelle aussi, puisqu'on est obligé aussi d'avoir quand même un minimum conscience du placement de notre voix, de notre souffle, de notre respiration, de notre corps. Donc peut-être que ça y a contribué aussi. Allez savoir, oui, pourquoi pas. Si je puis me permettre, est-ce que alors cette aisance, vous l'avez en permanence ?
Ou est-ce que quand vous êtes face avec vous-même le soir, la nuit ou à d'autres moments, vous êtes un peu différent? Oui. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Hugo. Non, mais ça, peut-être qu'il faudra attendre un second livre pour ça. Non, moi, il y a une chose quand même que j'avais remarqué chez Hugo sans savoir, sans connaître ce passé. C'est une faculté de concentration que je trouvais assez incroyable que tu as sur scène, sur un plateau. Je voyais là sur le boulot. C'était la 3e fois que je travaillais un monologue. Et là, avec Hugo, ce qui était incroyable, c'est que tout était fixé et ça, c'est assez surprenant. Oui, en fait, finalement, mon problème, ma recherche intérieure, finalement, aujourd'hui, c'est plus de lâcher prise, finalement, et de me détendre, parce que j'ai tellement appris à contrôler, à mettre les formes, que quand je suis arrivé au tout début dans le théâtre, je me suis rendu compte que finalement, j'avais un peu un manche à balai, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, finalement, aujourd'hui, mon combat, maintenant, c'est plus de lâcher prise et de me détendre. C'est ça qui m'intéresse, parce que le contrôle, j'ai appris à le faire, je sais comment ça marche. Mais bon, finalement, donc du coup, je cherche à revenir à lâcher prise. Ouais. On va prendre une autre question de monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je m'intéresse à la première partie de votre livre, entre 4 et 6 ans, parce qu'il y a une forte proportion de personnes autistes qui sont mutiques et qui sont considérées systématiquement, y compris les jeunes enfants, comme des déficients intellectuels. Alors, je suis très intéressé par votre témoignage justement sur cette période-là. Comment l'avez-vous vécu? Comment est-ce que vous ne compreniez rien à rien? Alors, vous savez comment on m'appelait quand j'étais en CE1? On m'appelait le cerveau lent. Le cerveau lent. Et donc, oui, à l'école, on m'a toujours regardé un peu comme dans ma période, en effet, non-verbale, comme un demeuré, quelqu'un qui comprend rien, quoi, alors qu'en fait, moi je comprenais tout. J'ai appris l'alphabet en 2 heures, à compter aussi, grâce à ma mère, qui a dessiné des lettres en couleur et des chiffres. C'est vrai que j'ai une mémoire plutôt visuelle. Et donc, j'ai appris à lire et écrire comme ça. Et donc, je suis arrivé à l'école. Ma mère avait le souci que, quand j'arrive en CP, que je sache surtout écrire et lire avant, parce qu'elle savait que ça allait être une arène et qu'ils allaient essayer de me pousser vers la sortie. Elle avait bien compris ça. Donc, alors après, évidemment, j'étais incapable oralement de restituer quand le professeur montrait une lettre, tout ça, et en disant c'est quoi, je ne pouvais pas le dire. Mais par contre, ma mère lui a prouvé en lui disant mais regardez, si vous lui demandez par contre de vous montrer la lettre, il le fera. Et donc finalement, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autistes dans leur période non verbale qu'on peut des fois prendre pour croire qu'ils ont une déficience alors que c'est pas forcément vrai. Donc c'est assez compliqué. Moi, en ce qui me concerne, tout marchait plutôt bien, sauf que ça ne se voyait pas et que je ne sortais pas. Alors, justement, Florence, vous confirmez un petit peu cette période mutique où finalement l'enfant comprend mais ne peut pas s'exprimer Oui, je crois que c'est cette difficulté en ce moment. On parle beaucoup d'inclusion et notamment en milieu scolaire et de ce que vous racontez, c'est quand même un milieu très violent et en même temps vous dites bien que c'est un petit peu ce qui vous a sauvé, quoi, de ne pas être enfermé. Et quand on est parent et quand on est enseignant, la difficulté, c'est de faire une inclusion pour éviter l'enfermement et en même temps une inclusion qui ne soit pas trop violente. Voilà, donc.
Oui, bien sûr. Et ça, je pense qu'il y a des moyens de le faire. Parce que bon, c'est vrai que j'ai été confronté de manière très brutale. C'est-à-dire qu'il y avait. Que moi, à l'époque, mon histoire, ça s'est passé dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est toujours. Je m'aperçois malheureusement que pas grand-chose change. Et alors qu'il y a des possibilités de le faire, comme par exemple les auxiliaires de vie scolaire qui, à mon avis, peuvent jouer une importance capitale et qui sont malheureusement un métier dévalorisé ou des fois on les forme mal et donc qui permettent d'être là comme une sorte d'intermédiaire entre la personne autiste et puis le monde en ayant vocation à s'effacer petit à petit. Enfin bref, il y a des tas de choses comme ça. Si on prend modèle sur des tas de pays autour où on voit que finalement ça marche. C'est pas pour rien que quand on cite les chiffres, on voit 80% d'inclusion scolaire, entre 80 et 100% d'inclusion scolaire dans beaucoup de pays, et qu'en France, on est à 20%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que les autistes seraient moins capables en France qu'ailleurs? Non, moi je pense que c'est plutôt la manière dont on fait les choses, les décisions politiques qui sont juste que c'est le système qui est incapable en France et pas l'inverse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une évolution justement ces dernières années dessus, Paloma? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des efforts faits, alors peut-être par des profs ou par l'éducation nationale, ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'évolution depuis ces dernières années? Je crois qu'il y a des évolutions qui ont été faites, mais elles sont très lentes. C'est toute une culture qui est en train de changer et ça prend du temps pour se mettre en place. Donc ça demande beaucoup de patience de la part des familles, de la part des psychologues, de toutes les personnes qui encadrent. Moi, quand là vous parlez de cette situation, c'est ce qu'on vit tous les jours. Moi au quotidien, je suis dans les écoles pour montrer que l'enfant a des connaissances, qu'il sait faire des choses. Ça m'est arrivé déjà d'avoir des enseignantes qui me disent « Ah, mais elle parle !» Alors que oui, elle parle, elle dit plein de choses. Ah, elle connaît les chiffres, elle connaît les lettres, elle connaît les couleurs. Ben oui, elle connaît plein de choses. Je vous avais déjà envoyé un rapport avec tout ça. Donc il faut déjà qu'ils acceptent qu'on puisse leur montrer tout ce que l'enfant est capable de faire est très difficile. Ils sont très fermés à ce niveau-là. Donc voilà. Donc on a des écoles, mais on a aussi des cas positifs avec des écoles qui sont très ouvertes aussi. Donc ça dépend des profs, il faut arriver à convaincre l'enseignant déjà. Pour l'instant, ça dépend de la bonne volonté des enseignants et de l'école, malheureusement. Il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Karine ? Ce qui est important, c'est de distinguer en fait l'intégration et l'inclusion. L'intégration, c'est ce qu'on recherche souvent, c'est de faire rentrer nos enfants, petits ou grands, dans le moule. L'inclusion, c'est les prendre tels qu'ils sont, avec leurs compétences et les besoins d'adaptation qui sont nécessaires pour une école réussie. Et tant qu'on essaiera de les faire rentrer dans le moule et de les faire coller au socle commun de compétences, à vouloir attendre d'eux ce qu'on attend d'une classe d'âge, l'école ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on a des enfants qui sont avec des profils hétérogènes, avec des capacités plus ou moins fortes dans des domaines, et il faut s'appuyer sur ces compétences pour les travailler à l'école. Et c'est comme ça que l'école peut marcher. Par contre, attendre d'eux de travailler sur les mathématiques ou le français quand ce n'est pas un centre d'intérêt, c'est les mettre en souffrance à l'école. Aujourd'hui, ce que nous on demande, c'est effectivement les prendre tels qu'ils sont, en leur donnant des stratégies d'adaptation pour tolérer leur présence en fait dans l'école. Et ça peut marcher quand on a une bonne volonté, un regard bienveillant. Et on a des exemples. Par contre, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que quand bien même les enseignants sont de bonne volonté, c'est pas toujours facile pour eux parce que les classes sont surchargées, que les professeurs ont affaire à des enfants de plus en plus difficiles dans des quartiers qui peuvent être également non facilitants, que vous avez aussi bien des élèves avec autisme et des élèves avec d'autres handicaps, des élèves 10, et que les enseignants doivent pouvoir s'adapter au profil de chacun. Donc c'est pas toujours évident. Et ce que nous on demande effectivement, c'est la professionnalisation en fait des AVS, donc des auxiliaires de vie scolaire, et que ce soit plus un métier au rabais fait par des personnes non formées, parce que ce sont et non bien rémunérés. Donc c'est quand même la clé de la réussite d'avoir un accompagnement digne de ce nom. Et là, par contre, on en est loin. Très bien. Alors, une question au fond de la salle. Je voulais savoir quelle avait été, comment vos sœurs au primaire elles géraient votre handicap vis-à-vis des autres enfants ou avec vous.
En fait, ma petite sœur et moi, on avait 4 ans d'écart, donc on n'était pas, on se voyait pas à l'école, vu qu'on n'était pas dans dans la même cour ou dans la. Donc c'est pas un problème qu'elle a dû affronter, et c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que ça lui aura tiré des ennuis parce qu'elle avait une scolarité plutôt où elle était assez épanouie, où les choses allaient plutôt bien. Donc elle n'a pas eu à avoir cette épreuve-là de supporter le regard qu'avaient les autres sur moi à ce moment-là. C'est notre écart d'âge qui l'a sauvé de ça finalement. Très bien. Une autre. Oui. Oui, mais par exemple, votre sœur aînée qui devait aider. Elle n'était plus à l'école. Elle était bien plus aînée que moi. On avait, je sais pas, peut-être 12 ans d'écart ou quelque chose comme ça. Donc on n'était pas dans la même classe. Je vais me permettre de rebondir. C'est important ce que vous dites de ne pas oublier la fratrie. Parce que nous, maman, et sans oublier bien sûr les papas, on est focalisé sur l'enfant qui a des difficultés. Mais on nous dit, et c'est important, c'est vrai, de toujours penser et de veiller à réserver un temps individuel, même s'il est parfois très minime, à la fratrie. Parce qu'eux peuvent avoir des stratégies très différentes, s'adapter, et puis filer droit sans aucun problème, ou au contraire avoir une souffrance très importante, parce que souvent ils sont définis par rapport à leurs frères ou à leurs sœurs, et que ce n'est pas toujours évident pour eux de se positionner. Et de la même façon, ce qu'on nous demande dans les associations, c'est une prise en charge globale de la famille, parce que nous, parents, on doit pouvoir faire un choix éclairé sur les prises en charge de nos enfants. Il faut pouvoir nous être aidés, suivis, parce qu'effectivement, on doit pouvoir avancer avec nos enfants, mais donc on doit être partie prenante dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire nous, mari, femme, quand on est en couple, mais aussi la fratrie. Et c'est pour ça que dans certaines institutions, et moi je pense notamment à l'IME dont fait partie mon fils, mon grand a pu être écouté, être entendu dans les difficultés qu'il avait avec son frère. Et je pense que c'est une chose importante de leur laisser une place. Très bien. Alors, une autre question ou réaction, madame? Alors, j'aurais voulu savoir si vous avez remarqué, si vous avez été très malade ou si vous avez eu de la fièvre, si ça a occasionné une régression. En fait, quand j'étais malade, j'étais pas du genre à me plaindre parce que j'ai eu une appendicite une fois. J'ai rien dit pendant une semaine. Et après, au bout d'un moment où j'en pouvais plus, où c'était vraiment les coups de couteau dans le ventre, j'ai crié au milieu de la nuit. Mes parents sont venus voir. Heureusement, mon père est médecin, il a détecté tout de suite ce qu'il y avait. Il m'a emmené à l'hôpital et j'étais à un quart d'heure de la péritonite et je me suis fait opérer. Donc j'étais plutôt, quand fièvre, tout ça, je ne disais rien. Et puis de toute façon, aujourd'hui encore, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint parce que je déteste les gens qui se plaignent. Donc moi, je ne me plains pas non plus. Enfin voilà, c'est comme ça. Ouais, je parlais sur le plan biochimique, vous voyez. Comme Annabelle qui est autiste, elle a perdu ses 2 reins, là, elle est opérée à cœur ouvert. Et je trouve qu'elle a eu des grosses régressions. Et donc, je me demande si c'est le terrain biochimique qui a occasionné ça, quoi. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que moi, quand je raconte mon histoire, je ne raconte pas. C'est pas un livre ou une pièce qu'on va faire qui est sur l'autisme. Moi, faire un livre sur l'autisme, ça ne m'intéresse pas. Je parle d'une histoire personnelle. Donc, je pense que votre question est plutôt d'ordre scientifique et je ne pense pas être la bonne personne à pouvoir vous répondre. Parce qu'au travers de mon livre, de mon histoire, de mon vécu, je ne peux prétendre finalement qu'à parler uniquement de moi. Et n'ayant pas connu personnellement le problème que vous évoquez, ça serait un peu une imposture de ma part de vous répondre, car je ne saurais pas quoi vous répondre. Parce que les autres autistes dont je me suis occupée, il est arrivé que par de fortes fièvres, ils recommençaient à ne pas parler le temps au moins qu'ils étaient malades, quoi. Moi, je ne suis pas médecin, mais, voilà. Moi, je serais de l'avis de dire que c'est comme vous aussi. Hein, si vous subissez une opération ou une maladie ou une fièvre, je pense que vous-même, en tant que personne neurotypique, vous n'allez pas être en forme pendant un petit moment.
Donc je dirais que c'est la même chose. Après, bon, pour revenir au thème de la fratrie et ces thèmes de la régression, tout dépend de l'entourage aussi. Il y a des régressions dans l'autisme pour des raisons différentes, pour des facteurs différents. Mais ces régressions, elles peuvent être surmontées par un accompagnement. Tu parlais de diagnostic tout à l'heure, des prises en charge, etc. Mais la famille aussi, elle a une responsabilité là-dessus, tu vois. Il n'y a pas que amener l'enfant à l'hôpital ou amener l'enfant en prise en charge. Il y a aussi apprendre à savoir gérer, à savoir faire. Là, quand mademoiselle parlait des sœurs aussi, moi, à Futuro School, on a un cas d'une petite fille qui vient tous les mercredis s'est formée quelque part pour accompagner sa sœur, aider sa sœur. Et hier, j'ai passé l'après-midi avec elle et je trouve que c'est une très bonne élève. Elle apprend, elle a envie de le faire, elle le met en place. On n'a pas besoin de lui répéter les choses 10 000 fois. Elle comprend très vite ce qu'elle doit faire pour aider sa sœur. Donc, et des fois, les enfants, tu disais, soit ils savent comment s'y prendre ou pas. Moi, je trouve que les enfants, des fois, ils savent mieux s'y prendre que les parents. C'est très intéressant, ça. Donc voilà, oui. Donc, Très bien. Paloma, je vous ai présenté tout à l'heure comme appartenant à la Futuro School de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette structure, sur cette expérimentation ? Alors, Futuro Schools Toulouse, c'est un projet innovant et expérimental qui fait partie de l'association Vaincre l'autisme, qui est une association qui milite pour les droits des enfants autistes en France. Donc, c'est un projet qui est financé par l'État depuis l'année 2010. C'est une petite structure pour 12 enfants. En ce moment, nous en avons 9. Qui milite qui travaille pour faire avancer les enfants par une méthode ABA, méthode comportementale, et qui est dans l'idée que les enfants vont avancer plus vite avec une prise en charge individuelle de un par un. Très bien. Et une grande application de la part des familles aussi. Dernière question pour Vincent Poirier. Est-ce qu'on aura la chance de découvrir cette pièce du côté de Toulouse prochainement? Je n'ai pas encore rencontré les directeurs des lieux. J'espère, ouais. Enfin, je le pense et je le crois. Je crois qu'on va réussir à casser les frontières de la Normandie pour aller plus loin que la Normandie et Paris. Bien. Et puis il y a juste une petite précision, on a décidé avec Hugo qu'il y aurait deux formes. Il va y avoir une forme qui va être destinée au tout public et une forme qui va être destinée aux enfants. On s'est aperçu à la création au mois de septembre à Coutances que il y avait certains moments qui étaient un peu durs pour des enfants de 7-8 ans. On a eu des enfants de 7-8 ans et puis des familles. Et je crois que ça va être très intéressant aussi d'avoir les enfants l'après-midi qui iront voir le spectacle et leurs parents le soir. Et donc après un dialogue à la maison qui pourra être vraiment très intéressant. Je voulais juste préciser ça. Voilà. Très bien. Messieurs, dames, merci. On peut vous applaudir. Merci. Alors, juste deux choses. La première, c'est que, évidemment, vous avez les représentants d'associations. Si vous voulez les voir et les rencontrer, c'est le moment. Et puis, il y a maintenant une vente dédicace du livre d'Hugo Oriot, L'Empereur, c'est moi. C'est juste à la sortie de cette salle. Merci à tous.